Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, pour vous les amateurs. Alors, cette semaine, on reprend la fabrication de la guitare avec l'outillage de base et on s'attaque au fretboard. Je voulais faire une petite parenthèse quand même sur l'épisode de la semaine dernière, le relooking extrême d'une Harley Benton. Alors je m'y attendais un petit peu, hein. Harley Benton, ça ramène du monde, c'est le plus gros carton de la chaîne, presque 4000 vues là en même pas 10 jours. Par contre, c'est mon plus gros carton aussi de dislikes. J'ai rarement plus d'un ou deux pouces en bas par vidéo. Là, j'en ai une quinzaine. Donc j'ai dû en choquer certains amoureux d'Harley Davidson, ou peut-être aussi des amoureux de Fender, parce que je crois que je taille un bon coaster à Léo Fender, il me semble, dans la vidéo. Enfin bon, voilà. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Enfin non, les vacances sont peut-être pas finies pour vous. Enfin, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous passez de bonnes fêtes, et que vous allez passer un bon premier de l'an, malgré les restrictions, n'est-ce pas? Donc, je vous rappelle que cette guitare est à gagner, la guitare que je fabrique. Pour gagner cette guitare, il suffit de mettre un like, de commenter, et surtout d'être abonné à la chaîne. Il faut commenter donc toutes les vidéos sur cette guitare. Alors, vous n'êtes pas obligé de commenter toutes les vidéos, mais je vais tirer un nom sur chaque vidéo. Je vais tirer au sort dans les commentaires un nom sur chaque vidéo. Et moi, je sais pas combien il y aura de vidéos, hein, peut-être 10, 15, je sais pas encore. Et après, j'aurai 10 ou 15 noms et je tirerai au sort sur ces 10 ou 15 noms le gagnant de cette guitare. Voilà. Donc, on attaque le fretboard. Ah si, quand même, petite parenthèse, je voulais quand même dire que c'est un petit peu ma première guitare, cette guitare. Parce que je fais vraiment avec l'outillage de base, et même quand j'ai fait ma première guitare, en fait, j'avais un petit peu plus que ça. J'avais déjà ma scie à ruban. Mine de rien, une scie à ruban, ça change tout. Et je crois oui, j'avais aussi un des premiers trucs que j'ai acheté, c'est ma ponceuse à cylindre oscillant. Alors ça, hein, vraiment, si vous avez 150 balles, ça coûte 150 balles. Vous aurez du mal à en trouver une d'occasion parce que c'est assez spécifique comme outillage. Donc ça coûte 150 balles neuf. Entre 150 et 200 balles suivant les marques. Bon, de toute façon, c'est tous le même modèle, hein. D'ailleurs, Vincent Brun, je vous mets le lien, il fait une petite présentation de la sienne. Ça, vraiment, c'est génial. Si vous voulez vraiment vous lancer sérieusement à faire des guitares électriques, je vous le recommande chaudement. Moi, c'est un de mes meilleurs investissements, hein. Franchement, 150 euros. Il y a même des guitares que j'ai quasiment faites complètement avec ça, quoi. Donc oui, pour moi, cette guitare, c'est un peu la première, vu que vraiment, j'utilise des choses que j'avais jamais utilisées, et en plus, j'utilise même des techniques de construction que j'avais pas utilisées. Par exemple, j'avais quasiment jamais fait de tête à la Fender. J'en avais fait une sur la guitare que j'ai faite en Deezer. C'était une très bonne idée, ça, sur une guitare que je fais en challenge Deezer, de faire quelque chose que j'ai jamais fait, mais bon. Voilà, je suis comme ça. Donc voilà, c'est encore des trucs dont j'ai pas trop l'habitude. Et puis alors vraiment me servir de la scie sauteuse, moi je me servais jusqu'à présent de couper de la scie sauteuse pour couper des petites... pour couper du médium pour aller vite sur mes gabarits, pour prédécouper mes gabarits. Donc voilà, vraiment pas l'habitude de la scie sauteuse, vous m'avez vu, hein, j'ai déjà fait pas mal de conneries, je vais en refaire, voilà. Donc voilà, c'est un peu aussi une première guitare pour moi, bon, sauf que quand même j'ai un petit peu d'expérience. Ça va être la 20e guitare que je suis en train de fabriquer, celle-là. Donc cette expérience me permet quand même d'anticiper un peu les choses. Bon, puis j'ai quand même un petit coup de main, quoi, hein, voilà. Alors, si vous attaquez votre première guitare en suivant cette série de tutos, vous en faites pas, hein, vous allez faire des conneries. Il y a peut-être même des choses, des fois, vous serez obligé de recommencer. Voilà, c'est normal, hein. Moi, ma première guitare, j'avais fait la présentation d'ailleurs, je vous mets le lien. Ma première guitare, elle était bourrée de défauts. Elle est toujours bourrée de défauts. D'ailleurs, un jour, il faudrait que je la démonte, que je la reponce complètement et que je rectifie certains défauts. Mais j'ai pas le temps de le faire. Mais alors ça, sachez-le aussi, hein, que vous pouvez toujours reprendre plus tard une guitare. Vous faites votre première guitare, bon, elle est pleine de défauts, etc. Puis vous en refaites d'autres. Et au bout de 3 ou 4 guitares, vous dites, ah mais maintenant ça je saurais comment le réparer, mes frettes je les ferais mieux, vous redémontez la guitare et vous lui refaites une finition, quoi. Parce que de toute façon, à la fin, ce qui compte vraiment le plus, hein, sur une guitare, enfin bon, j'exagère un petit peu en disant ça, mais c'est vrai, quelque part, c'est les finitions. C'est vraiment
la finition des frettes et la finition du corps, etc. quoi. Bon, après, si vous avez complètement raté votre truc, que votre guitare est toute de travers, oui, là, il faut recommencer. Voilà. Bon, assez parlé, c'est parti pour le fretboard. Aujourd'hui, on s'attaque au fretboard. On va faire un fretboard en chaîne. C'est le type de fretboard que je vais vendre sur mon site et que j'ai déjà vendu via la campagne Ulule. Il fait 7 mm d'épaisseur et il fait en longueur, je sais plus, 55, quelque chose comme ça. Enfin voilà, vous pouvez faire n'importe quel 55, 550. Vous pouvez faire n'importe quel fretboard à peu près de guitare et en largeur, il fait 70 mm. Il y a plein de façons de faire le fretboard, pas 36 façons, mais on peut faire dans plein d'ordres différents. Là, je vais faire dans un ordre qui me paraît logique par rapport à faire le fretboard avec le moins de moyens possible. Alors, qui dit le moins de moyens possible, on va même pas utiliser une règle à fretter. Donc ça, c'est des règles, ça coûte pas très cher, mais si vous voulez faire qu'une guitare, c'est un peu chiant d'acheter une règle comme ça. C'est une règle en fait où on colle le fretboard dessus, il y a des encoches, enfin bon, je vous laisse aller voir mes vidéos où je m'en sers, je vous mets des liens, voilà. Mais non, on va pas utiliser ça. Je vais quand même vous mettre le lien où ça s'achète dans la description. Ce qu'on va faire, on va utiliser un plan que j'ai imprimé à la bonne échelle. Et ce plan, on va venir le coller sur le fretboard. Et puis je vais couper sur une petite scène où je vous montre comment ça s'imprime ça à l'échelle. Alors j'ai ouvert un plan à l'échelle 1 dans GIMP. Je sélectionne juste le manche. Je fais rogner selon la sélection et ensuite je réexporte ce plan en PDF. GIMP c'est gratuit, open source, je vous mets des liens et je vous mets des liens aussi pour télécharger des plans. Enfin, j'imprime ce plan en utilisant Acrobat Reader et en utilisant l'option affiche. Donc on a les repères de coupe, on coupe un côté, on laisse l'autre. Donc on coupe pile poil au repère. Tac, voilà. Et maintenant je peux venir coller en alignant mes repères. Voilà, j'aligne mes repères d'un côté et de l'autre. Donc je vais coller, pour coller, alors vous pouvez coller au scotch ou à la colle d'écolier en bâton. Moi je fais ça à la colle d'écolier en bâton. Tac. Voilà. Donc là voilà, j'ai mon manche. Enfin mon manche, j'ai mon fretboard avec mes frettes. Je vais quand même vérifier que je suis bien à l'échelle. Alors c'est pas la peine d'avoir une règle pour vérifier. Vous pouvez juste avec une règle ordinaire trouver les mesures sur internet des distances des frettes et vérifier que vous avez bien imprimé votre plan. Donc appuyer sur du 24-75 parce que je suis chez Gibson. Et non, c'est un peu plus petit, donc ça doit être... Ou alors c'est que je suis pas à l'échelle, et que mon plan est pas bon. Si c'est ça. Voilà. Donc je suis sur un 24-625, qui est le vieux scale de chez Gibson. Mais donc je suis bon, voilà. Oui, donc ça c'est un manche de Firebird. J'ai pris le plan d'un manche de Firebird parce que de toute façon voilà, je fais une guitare un peu façon Gibson, donc j'ai pris un diapason type Gibson. Je vais découper mon fretboard et je vais le coller, enfin mon fretboard en papier et je vais le coller sur mon fretboard en bois.
Et ce que je peux faire aussi, ce qui est malin, vu que j'ai une ligne centrale sur mon plan, bah, je peux dessiner une ligne centrale sur mon fretboard, enfin, sur mon futur fretboard, et aligner les deux lignes centrales. Et aussi ce que je vais faire, alors ça j'ai pris exprès aussi un fretboard, ça c'est un fretboard que je vendrais typiquement en B-stock, parce qu'il y a un nœud. Donc les fretboard chaînes sont vraiment pas chers, hein. Ils seront à 7 €, quelque chose comme ça. Et les fretboard chaînes B-stock, ils seront carrément à 5 €. Et je me dis que le nœud, ça peut être sympa de l'avoir vers la 12e case. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors ce qui est bien, c'est très rapidement de se noter la 12e case. Parce que ça, c'est vraiment le... Je vais quand même recompter. C'est ma 12e case. Alors je regarde, hein, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Mais ouais, ça passe. Donc ça peut être rigolo d'avoir ce nœud sur la 12e case. Et pour le coup, je vais peut-être pas tracer ma ligne centrale au centre de mon fretboard. Je vais essayer de voir de la tracer au plus près de ce nœud, si ça passe. Vu que là je suis sur un fretboard, je les vends à 7 de large pour les gens qui veulent faire par exemple une 7 cordes qui soit pas limitée. Donc j'ai décalé ma ligne centrale autant que je pouvais par rapport à ce fameux nœud, mais bon, bah, le nœud ne tombera pas au milieu. Mais au moins il sera sur la 12e case, ce qui fera un repère rigolo. Voilà. Là, on va me rendre compte. Et je vais juste coller à la colle d'écolier mon plan de fretboard sur mon futur fretboard. Je revérifie quand même avec ma règle, mais ça, comme je vous dis, vous n'avez pas besoin d'une règle, hein. Vous avez juste à regarder sur internet les dimensions. Hop, et donc je suis bon, sachant que ça c'est ma dernière frette. Ça c'est pas une frette, ça c'est la fin du fretboard. Par contre, ce que moi je vais faire, vu que c'est une guitare de métalleux que je fais, je vais rajouter 2 frettes. On va aller à 24 frettes. Donc je vais les noter. Et donc ça, si vous vouliez le faire vous-même, bah, il suffirait la même chose, hein, vous regardez sur un tableau, vous avez des tableaux hein, qui vous dit l'espacement entre chaque frette suivant le diapason que vous avez choisi. Donc vous n'avez pas besoin, encore une fois, de cette règle-là. Donc maintenant, on va couper les fret slots. Alors, j'aurais pu, idéalement, enfin pas idéalement, mais moi personnellement, il n'y a pas d'idéal, hein. Je préfère mettre le radius sur la touche avant de couper les fret slots, parce que comme ça, j'en ai moins à couper. Mais là, vu dans l'ordre qu'on va faire les choses, pour se simplifier la vie, en tant que super débutant avec peu de matos, ça va être plus pratique de couper d'abord les fret slots. Alors, pour couper les fret slots, là, il faut investir dans une scie à fret. Vous pouvez tenter le coup. Voilà, j'avais acheté la scie japonaise la plus fine que j'ai trouvée chez Leroy Merlin. Ça coûte 10 €. Petite scie japonaise Stanley. Mais il faut savoir que la lame, elle fait 0,6 mm d'épaisseur et que la lame d'une scie à fret fait 0,5. Alors ça paraît pas énorme, mais j'ai fait le test, j'ai coupé j'ai fait 2 coupes et on voit bien à l'œil nu que celle-là, elle fait une coupe plus large. Alors je pense que ça passerait sur un bois très dur type ébène ou palissandre, mais sur du chêne, qui n'est pas un bois dur, qui est un bois ce qu'on appelle semi-dur, ça passerait peut-être, mais il faudrait sûrement coller en plus les frettes avec peut-être de l'époxy, quoi. Donc vraiment,
là, c'est un truc que vous ne pourrez pas trop y réchapper. Acheter une scie, vraiment une scie à fret. Alors, il existe des scies japonaises à fret, hein, mais bien sûr, elle ne coûte pas 10 €, elle coûte plutôt 30 €. Et ça, une scie à dos à fret, je ne sais plus combien je l'ai payé, mais c'est 30 ou 40 €. Voilà. Alors après, un truc aussi, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas acheté de fretboard chez moi et qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça, il existe des sites où vous pouvez acheter le fretboard déjà sloté, avec déjà les coupes des frettes, voire même sloté et avec le radius. C'est quelque chose que je proposerai aussi à l'avenir, mais pas tout de suite, d'ici 6 mois, 1 an, quand je serai équipé d'une CNC. C'est quelque chose que je proposerai. Donc vraiment aussi pour les débutants, c'est quelque chose que je conseille, hein, parce que c'est voilà. Bah, déjà, il vous faut une bonne scie, c'est tout de suite, voilà, je vous dis, c'est tout de suite 30 balles minimum. Et en plus, ça quand même, ça réclame une certaine habitude à servir de la scie, tout ça, voilà. Mais bon, on a dit qu'on faisait la guitare de A à Z, donc on va pas utiliser celle-là parce que je vous dis, je suis pas sûr que ça marche. La lame est vraiment très courte. Alors, il aurait fallu que je fasse un... Enfin, si vous tentez le coup avec ça, il faut que vous fassiez votre fretboard au plus serré, quoi. Le réduire, là il est à 7. D'ailleurs, quand vous achetez un fretboard en commerce, ils sont toujours à 7, enfin 70 mm. Et le réduire tout de suite à 6 pour avoir un peu plus de débattement avec la scie. Donc ça se trouve à... Ça se trouve à 10 € chez Leroy Merlin et je sais qu'il y en a qui s'en sont servis, mais je ne veux pas prendre le risque, moi. Voilà. Je fais avec une scie correcte. Et il faut vous faire une petite boîte à onglets. Alors c'est tout con à faire. Hein, enfin, vous pouvez même utiliser une boîte à onglets du commerce. Je crois que celle-là, ouais, il aurait fallu que pour me servir de celle-là, il aurait fallu que je fasse justement que je réduise à 6 cm. La touche. Mais il y en a des plus larges et ça coûte pas très cher. Hein. Il y en a des en plastique aussi qui coûtent quasiment rien. Donc ça c'est une boîte à onglets que je m'étais faite, qui est cassée là, que j'ai cassée dans le dernier live stream. Et qui a la particularité d'avoir des petites pins ici à l'intérieur dans lesquelles viennent se caser les encoches de ma règle. C'est comme ça que je coupe mes frettes moi d'habitude. Donc j'ai pas besoin de marquer les frettes sur le futur fretboard. Et là on va faire comme si j'avais pas cette règle. Et donc je vais le faire entre guillemets à main levée. L'idée c'est vraiment que votre fretboard reste bien parallèle à votre boîte à onglets. Et aussi pour qu'il ne bouge pas, le petit truc, c'est d'utiliser un serre-joint rapide. Pour caler votre fretboard, utilisez un serre-joint rapide ou un serre-joint pas rapide si vous n'en avez pas. C'est quand même vraiment pratique, hein, les serre-joints rapides. On cale bien là où on doit couper. Donc ça c'est mon scié en fait, là vous verriez mon scié. Donc là je peux couper même jusqu'au bout en fait. Hop, je cale bien dessus. Hop, je vérifie que ma lame... Bon, j'ai mal collé, mais ma lame était bien dessus. Hop. Ma ligne en dessous. Et là, je peux vraiment bien aligner. Parce que là, j'ai vraiment la ligne de coupe de ma boîte à onglets. Hein. Donc, je peux vraiment bien aligner ma ligne de coupe sur ma frette, enfin sur ma coupe de frette. Et alors là maintenant l'idée c'est pas, on va pas couper jusqu'au bout, on va juste couper la profondeur pour une frette. Cette profondeur est de 2 mm et demi à peu près. Sauf que vu que mon radius n'est pas encore fait, je vais couper à 3 mm. Et alors ce qui est pas mal à faire, c'est on peut se mettre une bande de scotch comme repère sur la lame. Et comme ça on sait quand on est à 3 mm.
Alors, moi je fais ça à vue d'œil. Voilà, donc je sais que quand ma lame arrive au scotch, je suis grosso merdo à 3 mm, c'est que je peux arrêter de scier. Je suis un peu à côté. Voilà, j'ai bien vu que j'étais à la bonne profondeur. Donc, je recale bien ma frette sur ma ligne de coupe. Un peu à l'œil. Hop, je cale mon fretboard avec mon sergement rapide. Je vérifie que ma lame tombe bien sur la frette. Ça c'est desserré. Et voilà, j'y suis. Voilà. Et donc, il faut répéter l'opération 24 fois. Alors, on va passer en time-lapse, parce qu'on va pas tout vous montrer comme ça va être chiant. Donc, on va faire une petite time-lapse. On arrive à la dernière frette. Ça a été assez vite, hein. Et maintenant, je vais rallonger de l'équivalent d'une demi-frette et je vais finir mon fretboard. Donc là, je vais couper jusqu'au bout. Et là, je fais au pifomètre. Donc, vu que de toute façon, j'ai pas fait de plan. Là, j'ai mon bout de scotch qui me dérange. Et voilà. Toc. On a notre fretboard qui est slotté. Ok, donc mon fretboard est coupé. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, à la scie sauteuse, je vais enlever ce qui dépasse, entre guillemets, mais en laissant bien sûr une marge de sécurité. Bon là ça va, hein, sur une petite épaisseur comme ça, là j'ai donc 7 mm de bois, ma lame ne risque pas trop de partir en quenouille. Je vais quand même vérifier avec mon gabarit que ces lignes-là sont à peu près équivalentes à ce que me donne mon gabarit. Donc sur mon gabarit, j'avais bien noté l'emplacement du scié. Tac, tac, tac. Oui, c'est ça, voilà. Je suis même un poil plus large que mon gabarit. Donc je peux me repérer, je peux venir couper en suivant ces lignes-là. Je vais quand même prendre une sécurité.
Hop, bon bah une fois de plus, hein, je fais jamais ça avec une scie sauteuse, je fais ça normalement avec ma scie à ruban. Alors j'ai essayé de trouver une technique. Hop, j'ai vraiment accroché le bord de mon fretboard sur mon établi en espérant que j'arrive à bien passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Comme je vous l'ai dit, c'est du bestock. Il était légèrement fondu. Et avec les vibrations, là, ça l'a fait péter. Mais c'est pas grave. Parce que la cassure est propre. Donc ça se recolle. Je vais pas coller à la colle à bois. Je vais coller à la superglue. Parce qu'en fait, j'ai besoin de quasiment rien. J'ai besoin de ça. Donc je vais coller à la superglue. En une bonne dose. Et c'est pas parce que je colle à la superglue que je vais pas mettre de... que je vais pas serrer. Hein. Si vous... Alors, vous pouvez vraiment utiliser la superglue comme colle à bois. Hein. D'ailleurs, on l'utilise souvent en lutherie. En lutherie rock'n'roll, surtout. Mais ça vous... ça colle très très bien, mais ça colle encore mieux comme n'importe quelle colle si vous serrez, enfin si vous mettez un serre-joint. Donc en temps normal, j'aurais recollé à la colle à bois. Mais là, comme je suis pressé, que j'avais pas envie de perdre une journée, parce que là, en collant la colle à bois, bon, en 1 heure c'est sec, mais c'est vraiment résistant au bout de 24 heures. Donc je veux finir l'épisode aujourd'hui, enfin finir de tourner cette partie-là aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai été à la superglue, donc c'est déjà sec. Par contre, pour couper ça, j'ai peur quand même si je recommence à la scie sauteuse, que ça recasse. Donc je vais utiliser pour le coup une petite scie pas chère japonaise à 10 balles de chez Leroy Merlin pour couper ça en douceur sans tout arracher avec une scie sauteuse de 800 watts. J'aurais dû tout faire avec ça en fait dès le début. Donc maintenant je vais coller au gabarit mon fretboard qui est tout moche là. Hein. Mais vous en faites pas, ça va aller mieux. Et de la superglue. Je redessine bien mon scié sur mon patron. Voilà. Vu que ce côté-là est un peu abîmé, donc je vais tout décaler pour échapper un maximum ce qui a été abîmé. Je vais tout décaler de 5 mm à l'opposé du côté abîmé. Donc je vais noter 5 mm aux deux extrémités pour être sûr d'être vraiment bien parallèle à ma ligne centrale. Ok. Donc voilà. Bon, je suis vraiment parti d'un mauvais fretboard, mais je vais essayer de me débrouiller avec. Et là, j'ai peur, vu que j'ai quand même des fissures dans le bois, j'ai peur d'aggraver les choses en sciant, donc je vais y aller à la défonceuse. Je vais essayer, c'est pas gagné, ça se trouve faudra que je recommence tout, ça m'énerverait. Alors pour défoncer, je peux pas coller directement mon... Je vais surélever mon fretboard. Parce que là, si je me mets directement comme ça,
ça va être toujours pareil, il va falloir que je laisse un demi-millimètre d'épaisseur. Donc, ce que je vais faire, je vais surélever ma touche et je vais venir avec la défonceuse ici. Et là, il n'y aura pas de souci. Et comme d'hab, pour surélever, pour qu'il tienne, et ben, bande de masquage supérieure. Et alors le même problème que quand on avait détouré le manche, ou même le corps, c'est qu'on est en équilibre. Donc ce que je peux faire, ça c'est du 1 cm, mon MDF. J'en ai 2 couches, une couche en bas pour faire une rehausse, lui, hop, et il me reste un bout de ma touche, hop, et je vais coller cette cale là sur ma défonceuse, comme ça je serai beaucoup plus stable. Ok, là je suis dans un truc un peu critique, le bois est un peu cassant. Si j'essayais même en petit passage, déjà il faut faire des petites passes, mais surtout ce que je vais faire, pas essayer de faire des passes longitudinales, je vais attaquer perpendiculairement au bois, comme ça, pour vraiment venir manger et pas appuyer dans le sens de la veine et de risquer de faire péter plus. Je sais pas si vous m'avez compris, mais moi je m'ai compris. Ok, et ben je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti. Voilà notre touche. Et puis, ma foi, ça a l'air pas mal. Alors, et ben vu qu'on a utilisé les mêmes gabarits, le même gabarit, et que je me suis bien repéré mon sillet, quand je viens poser ma touche où j'ai repéré mon sillet, ben ma touche vient vraiment affleurer mon manche. Donc je suis bon, je vais pouvoir coller la touche au manche. Et alors pour coller la touche au manche, ben, rien de compliqué, on met de la colle et puis on met des serre-joints. Il y a des gens qui font attention à ce qu'il n'y ait pas de colle qui coule le long du... dans le truss rod. Bon, s'il y a de la colle qui coule dans le truss rod, c'est pas très grave. Hein. Le truss rod, il est en fer. Hein. La colle à bois n'a pas beaucoup de... Il n'a que très peu d'effet sur elle. Il y a d'autres gens qui cachent justement le truss rod avec du scotch juste le temps du collage, enfin juste le temps d'étaler la colle, et qui l'enlèvent après. Et il y a d'autres personnes qui laissent ce scotch, donc ils le coupent au plus près et qui laissent ce scotch pour vraiment être sûr que même pendant le collage, il n'y ait pas de colle qui vienne couler dans le canal du truss rod. Donc là, vu que j'ai fait vraiment très bien coupé, je vais le laisser. Et voilà, si vous le laissez, il faut vraiment le couper au plus près du canal pour vraiment avoir le plus de surface de collage possible. Pour avoir de la colle étalée sur toute cette surface, naturellement, il va vouloir glisser. Donc il y a deux solutions. La solution facile, rapide, le sel. Vous m'avez déjà vu faire plein de fois. Donc je vais vous montrer l'autre solution
qui marche très bien aussi. C'est la solution des cure-dents. En fait, on va se servir de 2 cure-dents pour qui vont servir à caler notre truss rod. Et un cure-dent, ça fait 2 mm de large, donc on va percer dans une frette un trou de 2 mm dans une frette supérieure, et dans une frette inférieure en diagonale un autre trou de 2 mm dans lequel on viendra passer un cure-dent. Voilà. Mais ça marche, le sel marche aussi, hein. C'est juste pour vous montrer un peu une autre technique. De la façon que je le dis toujours, hein. Il y a autant de façons de faire une guitare qu'il y a de luthiers. Enfin, je parle en guitare électrique, hein. En vraie guitare classique et folk, il y a peut-être un peu plus de règles à respecter, je pense. Je vais bien caler mon fretboard sur mon manche, donc en étant vraiment en alignant bien sur mon repère de scié. De toute façon, je sens que là je suis à fleur des deux côtés quand je passe mes doigts. Et pour peu qu'il bouge, le temps de percer mes trous, je vais juste mettre des petits serre-joints, serrage rapide. Voilà, donc là je passe mes doigts, je sens que vraiment je suis bien. Hop, maintenant je mets sur ma perceuse un fourret de 2. Et alors l'idée, il faut faire attention, il ne faut pas se mettre trop au milieu, parce que si vous mettez au milieu, vous allez taper vous allez taper dans le truss rod. Il faut vous mettre on va dire aux 3/4, quoi, enfin à la moitié d'une moitié. Et on veut pas percer loin, hein. C'est juste des repères, parce que si vous percez trop loin, une fois quand vous allez tailler votre manche, vous allez le voir, votre cure-dent. Bon, c'est pas très grave, mais c'est des petits détails dans le milieu. Donc on veut juste traverser l'épaisseur de notre fretboard et s'enfoncer de quoi 3 mm. Donc on va dire, on va s'enfoncer d'1 cm. Donc toujours, hein, le mieux à faire pour ça, c'est de se faire un repère. Voilà, là je me fais 1 cm au pifomètre, mais bon, je vais quand même vérifier avec une règle. Et ouais, j'ai vraiment un pifomètre magnifique, pile poil 1 cm. Ça s'appelle le talent. Hop, donc je vous dis, hein, à la moitié de la moitié. Et voilà. Quand j'arrive, quand mon scotch vient frotter le fretboard, c'est que je suis au bout. Et donc vous allez me dire, mais il fait un trou dans le fretboard, on va voir le trou après. Non, non, vous en faites pas. Ça fait 2 mm et une frette fait un peu plus de 2 mm de large. Donc on ne verra absolument rien. Ça sera recouvert par la frette. Et maintenant, je vais en faire la même chose de l'autre côté, sur une des dernières frettes. Et là, pour le coup, je pourrais aller plus profond si je voulais, parce que à ce niveau-là, le manche n'est pas taillé. Donc on est dans le talon du manche. Ça serait pas très grave si j'allais à plus d'1 centimètre de profondeur. Après, il vous faut un cure-dent. Un seul suffit, on peut le casser en deux, comme ça on fait des économies. Et là, si je le plante là, tac, et je plante l'autre ici, et que j'enlève mes 2 serre-joints, voilà que mon fretboard, eh ben, il est calé. Donc en fait, quand je vais coller, je vais enfoncer ça un peu plus. Un poil plus profond. Voilà. Donc c'est ça qui va me servir de détrompeur au moment du collage. Je vais juste vérifier là. J'ai l'impression que je sens que mon truss rod, on dit pas truss rod, on dit truss rod. Rod c'est la route et rod, un rod c'est une tige. Une baguette.
Mais on dit tous truss rod au lieu de dire truss rod. Voilà, on va juste appuyer là, vérifier que... Ouais, là c'est bon, je suis à fleur. Et là c'est bon, je suis bien. C'est celui-là qui... Voilà, là je sens qu'il est un dixième de millimètre plus bas que le reste du manche. Et bon, on va pouvoir coller. Enfin, avant de coller, préparez-vous quand même tous vos serre-joints sous la main. Le collage de la touche, c'est quand même un peu critique entre guillemets. Faut vraiment, alors, comme d'hab avec le collage, on n'a pas besoin de serrer comme un bourrin, mais il faut vraiment une pression égale. Parce que si vous n'avez pas une pression égale, il se peut très bien que vous ayez un endroit où ça appuie mal et que vous ayez une bulle d'air, quelque chose comme ça. Donc on va mettre un maximum de serre-joints sur toute la longueur de la touche. Ah, aussi je vais quand même faire un truc. Je vais repérer la fin de mon fretboard pour pas mettre de la colle plus loin qu'il n'en faut. J'ai mes deux petits détrompeurs. Le seul truc là, c'est que faut que je retrouve mes petits trous. Oui, c'est là. Voilà, je suis dedans. Et de l'autre côté, je devrais tomber dedans. Voilà, du premier coup. Tac, tac, tac. Et maintenant, on va mettre un maximum de serre-joints pour avoir une pression vraiment constante sur toute la longueur du fretboard. Et je mets toujours une petite pièce de bois pour protéger même si mon fretboard va être quand même radiusé, on évite de serrer toujours avec ce genre de serre-joint en acier là, de serrer directement. Sinon on laisse des marques dans le bois. Alors là en bas c'est pas du tout grave, je m'en fiche parce que je vais tailler le manche. Mais sur le haut, même si je vais donner un radius, c'est quand même plus embêtant. Et alors ce que je fais aussi, vous avez dû voir, je mets mes serre-joints en allant d'un bout à l'autre du fretboard. Parce que si je mets un serre-joint là, je peux très bien avoir une légère courbure sur mon fretboard et me retrouver avec des endroits où le contact se fait pas très bien. Un autre fretboard est collé, est en collage. Donc une fois de plus, la Titebond, ça sèche en 24 heures, mais vous n'avez besoin de laisser les clamps que pendant 1 heure ou 2. L'étiquette, mais même sur l'étiquette, c'est marqué 1 demi-heure minimum. Voilà. Donc je vais laisser sécher 2 ou 3 heures, j'enlèverai les clamps. Et puis ça fera, je vais peut-être vous montrer quand même le manche déclampé. Mais ça va être tout pour cet épisode. Et ben voilà. Alors je vous ai épargné l'enlevage des serre-joints. Je vais pas vous faire un petit tuto enlevage des serre-joints. Et je vous ai épargné aussi le petit coup de 180 que j'ai passé sur la touche pour enlever mon plan de touche qui était collé dessus. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire après? Là la touche elle est pas finie en fait. Il va falloir mettre le radius. Puis bien sûr, il faudra mettre les frettes, etc. La prochaine fois, sur le prochain épisode, on va laisser un petit peu le manche de côté et on va revenir sur le corps, parce que là on a un proto-manche plutôt pas mal, ce qui va nous permettre d'attaquer les défonces sur le corps. Donc on fera la défonce de cavité net pocket et la défonce cavité micro et électronique. A très très vite, amusez-vous bien pour le nouvel an, and don't forget to rock and roll!